On en parle toujours, on n'en fait jamais. Des économies budgétaires, François Bayrou avait promis qu'il arriverait à trouver 40 milliards d'euros d'économies. Eh bien, est-ce qu'il y parviendra ? Est-ce qu'il y parviendra avant de tomber? On va en parler. On va aussi parler de la gauche, puisque la gauche actuellement va peut-être se doter d'un nouveau secrétaire général, à moins que ça soit toujours le même. En tous les cas, elle est appelée à voter pour savoir qui va guider le parti pour la présidentielle ou pas. Et on verra d'ailleurs si la gauche peut se passer pour gagner ou pour accéder au deuxième tour de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, est-ce que le macronisme est fini? Grande question. On en parlera aussi. Vous êtes au club politique du Figaro et avec les meilleurs experts, on va essayer de répondre à vos questions. Bonsoir Bertille Bayard, avec Bertille Bayard, rédactrice en chef au Figaro Économie, avec Anne de Guigné, qui est grand reporter au même service, dans le même département, parce que c'est pas un service en fait, c'est énorme le Figaro Économie, et vous connaissez évidemment le cahier Saumon, avec Paul Lobaché, du service politique du Figaro, pour qui le Rassemblement National n'a pas de secret. Et puis, on a l'honneur de recevoir Roland Quérol, politologue, ce soir. Alors, la première question, économie budgétaire. Alors là, je suis entouré de deux spécialistes. Je pense que toute la lumière devrait être faite. Ça paraît quand même encore bien compliqué parce qu'on prend simplement le petit exemple des taxis, qui sont actuellement en train de bloquer. Ils bloquent pas Paris, mais enfin, ils manifestent. Ils manifestent leur colère et on sent bien que François Bayrou va probablement lâcher un peu. Oui, on l'a vu samedi avec François Bayrou qui a reçu les organisations professionnelles pendant de longues heures, augurant mal d'un bras de fer qui serait tenu jusqu'au bout pour réussir à conserver cet objectif d'économie qui est fait sur les frais de transport sanitaire en taxi. Oui. On le rappelle, plus de 3 milliards sur les 6 milliards et quelques de transports sanitaires qui sont faits par taxi, et surtout une dérive, une explosion à laquelle il faut absolument mettre un terme, puisqu'on est à plus 45% de dépenses de taxi sanitaire par rapport à 2019. Donc effectivement, à ce rythme-là, on est face à une explosion de la dépense, une des explosions de dépenses qu'on a. Ça n'est qu'un exemple, mais voilà, celui-là, c'est un des exemples qui est identifié depuis très longtemps comme étant une source potentielle d'économie pour le budget particulièrement difficile à construire qui s'annonce. Et voilà, et cette petite économie, elle crée immédiatement un immense problème parce qu'à chaque fois, et on aura le scénario à chaque fois qu'on ira taper entre guillemets dans une zone de dépenses, qui est que ces dépenses, elles correspondent à un revenu pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence les taxis dont on connaît la capacité de mobilisation, et là qui s'exprime de façon tout à fait spectaculaire avec un gouvernement qui, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, de le constater, n'a pas forcément l'assise politique pour pousser son idée jusqu'au bout, résister à la pression et continuer dans sa voie. C'est ça le problème aussi, là, c'est qu'on est dans un contexte particulier. La France est volontiers dépensière en tout domaine. Son modèle social, d'ailleurs, le président de la République en a parlé, il faudrait peut-être reconsidérer son financement. Mais Roland, le gouvernement n'a pas de majorité, le gouvernement est composite et le pays est éclaté. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il hérite d'une situation qu'on connaît depuis longtemps. Bien sûr. Vous vous rappelez, Fillon, je suis à la tête d'un pays en faillite, ce qui était techniquement déjà vrai. Et c'est de plus en plus vrai. Et donc, c'est quand même ça qui est le plus important. C'est qu'il y a réellement une inaptitude française à aborder les problèmes budgétaires. Et puis, il y a en effet la situation particulière de Bayrou. Franchement, on se demande chaque jour comment il tient encore. Il est à un pourcentage d'opinion, de popularité qui avoisine de plus en plus le plancher des vaches. Bien sûr. Il n'a pas d'autorité. Ce qu'il dit n'est pas toujours d'une clarté qui tombe des étoiles. Et il parle quand même pourtant beaucoup. Il n'a pas installé ni un personnage, ni une autorité. Alors quand on est à la tête d'un pays en faillite, et qu'il faut prendre des mesures qui tranchent même par rapport à ses prédécesseurs, c'est évidemment pratiquement mission impossible. 40 milliards d'euros, ça représente quoi, Anne ?
40 milliards d'euros, c'est beaucoup. En fait, si on voit les dépenses sociales, c'est 3 000... Non, c'est plus de 1 000 milliards d'euros. Donc, en soi, on se dit 40 milliards d'euros, on peut y arriver. Mais par rapport aux dépenses, aux efforts habituels, c'est une marche. Chaque année, on augmente les dépenses de quelques dizaines de milliards d'euros. Et donc là, il faudrait stabiliser ces 40 milliards d'euros par rapport au flux continu d'augmentation des dépenses. Donc ce n'est pas une baisse nette, ce qui ramènerait plus ou moins une stabilité des dépenses. Hein. Donc en soi, on peut se dire, pour un pays qui dépense autant, stabiliser les dépenses, ce n'est pas un tel effort, mais la France n'y a jamais fait. Vous savez, Michel Barnier était tombé sur un effort moindre. Ouais. Donc en soi, s'il y avait une vraie volonté politique et un programme très clair, on peut le faire. On sait très bien où il faut aller. C'est la sphère sociale, vous l'avez dit. Alors, il y a une exception française en Europe. En fait, le problème, c'est qu'on a gardé un train de vie des pays européens les plus riches, donc avec une sphère sociale quasiment l'équivalent, par exemple, des Pays-Bas. Vous savez, le PIB par habitant en France est un tiers plus faible qu'aux Pays-Bas. Ah oui. Mais on a le même niveau de protection sociale. Donc, soit on se résigne au fait qu'on est un pays très moyennement riche, maintenant en Europe évidemment, pas dans le monde, et donc on baisse notre sphère sociale pour être à la hauteur de notre richesse, soit on travaille plus. En fait, il y a vraiment un débat politique à avoir tout simple, de dire si c'est si important pour la cohésion sociale de garder ce niveau de protection, il faut travailler beaucoup plus pour se remettre, pour de nouveau avoir les moyens de cette sphère sociale, où on a que le fait qu'on est un pays moyennement riche, et donc on va faire des économies, et après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais évidemment, c'est retraite, c'est le premier sujet. Un quart des dépenses. Un quart des dépenses publiques. Oui, 40% de la sphère sociale, et donc un peu moins. Paul, il y a peu de partis qui sont très vertueux dans ce domaine. Hein. Presque finalement aucun. Oui. Parce que même la Macronie, si on l'inclut, finalement, du côté des dépenses et de l'explosion de la dette, il s'est passé quelque chose. Il n'y a aucun consensus au niveau du Parlement, parce que c'est en fait là où va jouer la discussion, sur comment faire pour contenir la dette, comment faire pour la réduire, comment faire soit pour libéraliser le travail et donc augmenter la production de travail et la richesse, ou couper dans les dépenses sociales. La gauche, dans son ensemble, refuse qu'on touche à la sphère sociale. Elle préfère l'augmentation des impôts. Et au centre, et même un peu du côté du RN, il y a cette volonté de ne pas augmenter d'impôts et de pourquoi pas voir l'organisation de l'État. Le problème, c'est que Bayrou, vous l'avez très bien dit, il n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité, il n'a pas d'autorité sur son propre gouvernement, puisque tous les ministres parlent un peu comme ils veulent, sur leur propre sujet. C'était un peu d'ailleurs son dada au tout début. Donc là, pour qu'il arrive à créer un consensus, pour ne pas tomber en fait pendant les discussions budgétaires, ça me paraît clairement mission impossible. Surtout qu'en réalité, on arrive à une période, au moment du budget, donc à l'automne 2026, cet automne-là, 2025, où on pourra de nouveau dissoudre. Le président de la République pourra de nouveau dissoudre. Donc en fait, qu'est-ce qui va retenir les forces politiques au Parlement de voter une motion de censure, comme pour Michel Barnier, soit sur le volet sécurité sociale, soit sur le volet PLF, pour dire, écoutez, en réalité, nous avons besoin d'une réelle majorité politique pour pouvoir faire un vrai budget. Pour faire des économies, est-ce qu'il faut faire comme certains pays scandinaves dans les années 2000, 1990, le Canada, il faudrait revoir complètement notre modèle social ou les... On a quelques exemples effectivement comme ça. Par exemple, le Canada, effectivement, dans les années 90, qui avait fait ce fameux budget base zéro, où évidemment on a un problème, on n'y arrive plus, donc on reprend tout depuis le début. Et on reconstruit les budgets à partir de ce qu'on devrait faire et pas à partir de ce qu'on fait depuis des années. Très bien. Quelque part, c'est un petit peu ce que François Bayrou avait à l'esprit quand il a fait sa grande conférence mi-avril de dévoilement de la situation française, un grand exercice de pédagogie qui était pas mal fait d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà. Et donc c'était de se dire à partir de là, espérer un espèce de ressaisissement à la fois de la société et de la classe politique pour dire maintenant on y va. Bon, on voit ce qu'il en est depuis, toutes les conférences, tous les groupes de travail qu'il y a partout pour le moment n'ont accouché que de souris, et même les ministères qui étaient censés participer à cet effort de réflexion collective intense rendent manifestement à François Bayrou une copie qui n'est pas du tout à la hauteur. Donc cette méthode-là, elle ne marche pas. On a en fait des dirigeants qui se disent, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que ce sujet-là ne se solutionnera
que dans 2 circonstances. La première, et c'est peut-être le plus optimiste des scénarios, c'est 2027. À l'occasion de la présidentielle. Voilà, on verra avec les programmes des plateformes de campagne présidentielle comment on fait pour traiter ce sujet-là. Et d'ici là, on le gère au jour le jour comme on peut, et puis on verra bien ce que ça donne. La deuxième hypothèse, c'est la crise. Voilà, c'est de se dire, à un moment, on va aller taper le mur, et quand on aura tapé le mur vraiment, on pourra jamais aller plus bas. Là, on prendra des mesures, parce qu'on n'aura pas d'autre solution, et qu'on y sera contraint, à la fois le corps social et le personnel politique. Alors, en plus, il y a un rendez-vous qui n'est pas très clair, d'ailleurs, dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'il a ouvert un conclave, qui n'est pas un conclave pour désigner un pape, mais plus long. Pour savoir ce qu'on fait avec la réforme des retraites, pas uniquement d'ailleurs aussi, qui concerne en fait la dépense sociale de la France. Et malheureusement, ce conclave, il n'est pas très bien parti. Je ne sais pas s'il va bien arriver. Non, il n'arrivera pas. Ouais. On est dans une situation déjà de crise. Ouais. On n'y arrivera pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas de solution au problème économique et politique devant lequel on est. Je pense que Bayrou n'a pas les moyens politiques d'en sortir. Ouais. Quand il a dit on va faire un budget zéro, on s'est dit tiens, voilà une ouverture tout à fait nouvelle dans la vie politique française. Ouais. Parce qu'en général, on prend un budget en prenant le précédent et en ajoutant ce qu'il faut parce que tout augmente, n'est-ce pas? Et donc voilà, on s'est habitué à cette méthode de construction d'un budget. Quelqu'un qui nous dit on va faire un budget zéro en partant des besoins, des réalités, moi je me suis dit c'est pas possible, je rêve mon Bayrou là. Et en effet je devais le rêver parce que 2-3 jours après il semble bien avoir renoncé sans que rien se soit vraiment passé pour l'en empêcher. Donc c'est le manque de volonté politique, c'est le manque d'autorité, c'est être devant un mur et savoir qu'on y va et dire bon je vais crier un peu plus fort et peut-être que on va m'entendre un peu. Ouais. Je pense qu'on est vraiment là au cœur de l'impasse et moi vous parliez de la possibilité à partir de juillet d'une dissolution, je me dis qu'après tout, c'est peut-être la meilleure solution, parce qu'on ne sortira pas sans majorité politique des problèmes structurels dans lesquels nous sommes. Dissolution, Paul, qui peut intervenir évidemment à partir du 7 ou 8 juillet, je crois. Exactement. Hein, c'est ça. Mais on a du mal à imaginer que ça puisse se faire pendant l'été. Il faut que, si on imagine un scénario idéal, c'est-à-dire le truc qu'on a en tête. Pas nécessairement qu'il y ait une censure d'ailleurs. Non, parce que la première, il n'y a pas eu de censure. C'est le président qui l'a décidé après avoir perdu largement lors des élections européennes en juin dernier. Donc il ne faut pas une censure. Mais on imagine tous le scénario aujourd'hui d'une censure qui ferait tomber un gouvernement et qui en fait montrerait l'impasse. Ouais. Même si je pense que Emmanuel Macron a encore d'autres cartes dans sa manche pour tester des premiers ministres. Ouais. Je pense à Sébastien Lecornu, qui avait été son hypothèse, mais Bayrou, fin politicien, mais peut-être très mauvais dirigeant, avait réussi à court-circuiter pour être lui-même nommé à Matignon. Donc tout le monde sait que quand même, Emmanuel Macron cède rarement à la pression politique interne, externe, mais il y a quand même cette solution-là. Et après, il y a l'autre solution, effectivement, Emmanuel Macron décide de lui-même de le faire pour finalement qu'il y ait une stabilité politique au Parlement et une majorité, même si ce serait potentiellement un gouvernement qui ne serait pas de sa propre famille politique. Donc voilà. Est-ce que aujourd'hui, toutes les forces politiques sont prêtes à une dissolution, à entrer en campagne et à vouloir prendre le pouvoir? On a envie de dire, de prime abord, oui. Parce que personne ne veut laisser sa chance à Bayrou et personne n'est d'accord sur le budget. Oui. La réalité est forcément toujours un peu plus complexe. Par exemple, le premier parti qui pourrait en bénéficier, ça serait le Rassemblement national. Mais vu la situation politique du Rassemblement national, il y a une donnée qui pourrait les faire reculer, c'est que Marine Le Pen ne peut pas se représenter à la députation. Parce que de toute manière, elle ne peut plus... Elle ne peut pas être candidate tant qu'elle n'a pas eu le délibéré de son procès en appel qui irait dans un sens ou dans l'autre du jugement. Donc pour l'instant, jusqu'au procès en appel, ils sont délibérés. Marine Le Pen ne peut se présenter à aucune élection. Donc pour certains marinistes, c'est quand même assez handicapant. Et donc ça, est-ce que ça va l'emporter par rapport au sondage qui propulsera encore une fois le RN majoritaire ou non? Voilà, c'est une affaire d'instant T, je pense. Sachant que sans le Rassemblement national, il ne peut pas y avoir de majorité pour une motion de censure.
Par exemple, tout à fait, ouais. Ça, sauf clair. Si LR lâche le modem et le... Oui, alors il faudrait qu'il y ait un grand désordre. Voilà. Un plus grand désordre. Le problème, Anne, toujours sur les économies budgétaires, c'est qu'on est exposé à des sanctions de ceux qui nous prêtent de l'argent et des agences de notation, du Fonds monétaire international qui a plutôt été pas trop méchant dans son avis de jeudi. Il est toujours extrêmement poli, le FMI. Ça fait des années que je regarde son bulletin annuel et c'est vrai qu'il est toujours très conciliant. Alors, surtout, il aime beaucoup Emmanuel Macron, vraiment. C'est toujours beaucoup de louanges. Et puis de temps en temps, mais faites un petit peu mieux sur les finances publiques. Et quand même, cette édition-là était un peu plus ferme. Ça commençait par faites un petit peu mieux et les louanges venaient en second. Ouais. Donc c'était déjà nettement plus ferme que les autres années. Ouais. Mais non, le FMI est inquiet et a raison. Si vous savez, il s'est passé un grand changement en Europe, qui est en soi une bonne nouvelle, qui est que l'Allemagne se met à investir, mais ça a décalé. Donc du coup, toutes les dettes européennes se sont un peu décalées. Ça devient un peu plus cher pour tout le monde de lever de l'argent. Ouais. Parce que donc pour les marchés, donc il y a beaucoup plus on va lever beaucoup plus d'argent collectivement en zone euro. Et l'Allemagne, ils s'en moquent de devoir payer un petit peu plus, mais pour la France, qui était déjà à des niveaux très élevés, pour la France, c'est compliqué. Cette facture supplémentaire est compliquée pour la France. Donc la charge d'intérêt de notre dette va encore plus s'envoler. Puis Yves, là, vous avez raison, les agences de notation peuvent nous faire basculer du mauvais côté. C'est qu'on arrive pile tout près de la frontière, où les investisseurs les plus classiques, les plus conservateurs ne veulent plus prêter aux États, notamment les institutionnels asiatiques. Et si on les perd, après, ils peuvent évidemment décider, la France est un tel marché, qu'ils peuvent décider qu'ils vont faire une exception pour la France. Mais dans leurs règles, ils disent qu'ils n'investissent plus, qu'ils n'achètent plus de dettes en dessous d'un certain niveau que la France, si elle est encore dégradée, va atteindre. Et dans ces cas-là, vous perdez énormément d'investisseurs institutionnels et vous pouvez avoir la mauvaise boucle où donc la France est dégradée, elle perd les investisseurs institutionnels asiatiques et voilà, et là tout s'emballe et vous savez, c'est une question de confiance. On n'en est pas là, parce que la France émet beaucoup de dettes. Il y a beaucoup d'argent, donc les gens ont besoin aussi d'acheter, de placer leur argent, donc d'acheter du papier français, c'est utile. On n'en est pas là, mais quand même, ça se tend. Et même l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui n'est pas du tout quelqu'un qui aime faire des frissons et faire peur, disait qu'il n'était pas inenvisageable que le FMI arrive en France dans les prochains mois. Enfin, il arrive pas comme ça. Hein. Le gouvernement l'appelle, il n'arrive pas en hélicoptère pour sauver tout le monde. Donc ça peut, à un moment donné, les choses peuvent mal tourner. Question de cours, Bertille. Les États-Unis sont 100 fois plus, c'est une expression, endettés que nous. C'est moins grave chez eux que chez nous ? Traditionnellement, c'était beaucoup moins grave. Ne serait-ce que il y a une raison statistique. Non, la première raison, c'est que les prélèvements obligatoires aux États-Unis sont beaucoup moins importants en volume du PIB qu'en France. Sûr. Et donc, vous avez une marge. Enfin, les investisseurs, ils regardent la situation américaine, ils font beaucoup de bêtises, ils ne regardent pas beaucoup leurs finances publiques, mais ils ont une capacité à lever de l'impôt en cas de problème qui est extrêmement élevé encore, ce qui n'est pas le cas en France avec le taux de prélèvement obligatoire qu'on connaît dans notre pays. Le deuxième question, c'est effectivement le dollar, qui est la monnaie de réserve du monde, dans laquelle tous les investisseurs mettent une partie de leur billet parce que c'est là que vous êtes sûr qu'il y a toujours un acheteur en face au moment où vous les vendez, et donc vous mettez, quand vous ne savez pas trop où vous mettre votre argent, vous le mettez là, vous savez qu'il est sûr. En tout cas, vous le saviez. Avec Donald Trump, les choses ont un petit peu changé. Il y a quand même beaucoup d'imprévisibilité qui s'est mise dans le système. Et donc voilà, la capacité du monde entier à avoir confiance dans le dollar a un petit peu décalé, d'autant que par ailleurs, les comptes américains sont décidément absolument terrifiants et nous préparent une envolée de la dette américaine particulièrement spectaculaire. Donc voilà, il y a un petit peu un rééquilibrage qui se fait. Ça nous sert plutôt en zone euro et donc à la France, puisque à partir du moment où les investisseurs se disent je ne mets pas tout dans le dollar, je mets un petit peu d'euros pour diversifier mon risque, quand ils prennent de l'euro, ils ont quand même une bonne chance de prendre un petit peu de dette française et de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt favorable pour nous. Bon, on va voir si le gouvernement résiste à la pression. Ce qui est quand même frappant, c'est que la sonnette d'alarme que vous avez tirée, elle est inconnue des politiques. Je suis très frappé du fait qu'on vit dans l'idée que
pour la France, quand même, il y a la confiance envers la France est telle que... Le ministre de l'économie a bien ça en tête. Ah le ministre de l'économie, il est là pour ça, lui. Mais je parle du monde politique, au sens proprement dit. Bien sûr, bien sûr. Et la France n'est pas la Grèce. Oui, et la France. Oui. Avec toute l'admiration qu'on a pour les Grecs. Alors, je vous parlais du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste va rentrer dans une période d'intenses combats internes. Donc demain, 40 000 adhérents du Parti Socialiste sont appelés à voter pour choisir à l'occasion d'un premier tour leur secrétaire général. Donc il y a 3 forces en présence. Boris Vallaud, Olivier Faure qui est le secrétaire général sortant, et puis Monsieur Meyer-Rossignol. Et Meyer-Rossignol et Olivier Faure sont les 2 favoris. Il y aura un deuxième vote le 5 juin. Et puis il y aura le congrès du PS, le 89e congrès, je crois, qui se tiendra le 15 juin à Nancy. Et là, on verra s'il y a un nouveau secrétaire général. Mais l'idée, c'était de savoir, est-ce que Roland, le Parti Socialiste, peut aller seul ou avec quelques partenaires à la présidentielle et s'affranchir, comme ils le disent actuellement, de M. Mélenchon? C'est une vraie question, et c'est une question à laquelle ils ont à l'avance répondu oui, on va y aller. Oui. Et au fond, le Congrès ne fera probablement qu'entériner cette ligne. On ne veut pas être sous la coupe de la France insoumise. Ce qu'on a été électoralement, les socialistes étaient très dépendants de LFI. Mélenchon a tout fait pour qu'il se fasse détester, et il y est arrivé. Donc les socialistes maintenant sont, je crois, assez fermement décidés. Alors ça va se jouer à des petites différences entre les trois candidats au poste de leader, mais je crois que l'ensemble des militants, que 40 000, hein, vous vous rendez compte, oui. la chute des membres des partis politiques en France. Bien sûr, bien sûr. Des petites organisations. Donc ces 40 000 qui ont sauvé l'adhésion au Parti Socialiste vont avoir en main cette décision qui est probable. Oui. Et au fond, ce que Glucksmann a montré aux Européennes, c'est que on peut être devant la France insoumise si on fait une bonne campagne et qu'on affirme une vraie différence. Glucksmann était devant 14% à peu près. 14%, quelques points devant la liste de la France insoumise. Est-ce qu'ils sont capables, les socialistes, de faire cela? Parce que moi je trouve sain pour eux qu'ils arrivent à une clarification. En même temps, si vous me demandez de me résumer quel est le programme du Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il veut faire au pouvoir, je serais bien incapable de vous le dire. Donc j'attends ce congrès avec intérêt pour voir si enfin on va savoir ce que veut le Parti Socialiste. Alors on va écouter un sonore qui va agrémenter notre conversation. Donc pour vous, il faut cette primaire très large où il y aura de tout. Mais je vous l'ai dit, de Ruffin à Glucksmann, je me sens parfaitement à l'aise et je crois qu'il faudra chercher celui ou celle qui est capable de fédérer cet ensemble-là et qui permette ensuite de passer la barre du premier tour. Ça fait quand même 2 fois que la gauche est absente du second tour et que ce soit un candidat ou une candidate qui permette ensuite de gagner face vraisemblablement à l'extrême droite, parce que je ne nous pardonnerai pas, je ne me pardonnerai pas d'avoir contribué directement ou indirectement à dérouler le tapis rouge sous les pieds de l'extrême droite. Anne, il y a une grande différence entre, non pas entre les candidats d'ailleurs au Parti Socialiste qui sont... les lignes économiques sont un peu les mêmes, les lignes en général d'ailleurs. En revanche, il y a des différences avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sur le plan économique qui sont assez évidentes. Qui sont évidentes, mais qu'ils auraient intérêt à réaffirmer à mon sens. Parce que Raphaël Glucksmann, là-dessus, c'était pas son point fort, l'économie. Je pense qu'il a fait une belle campagne, il a brillé par ses... Européennes, ouais. Pour les européennes, voilà. Mais quand on suivait l'économie, il faisait un peu le minimum syndical du PS classique. Et je pense que là-dessus, ils auraient une autoroute, vraiment bâtir un programme économique de social-démocratie différent de LFI. Et c'est vrai que le programme qui était sorti du programme commun Nouveau Front Populaire était, à mon sens, complètement aberrant. Et c'est vrai que là-dessus, que le Parti Socialiste ait adhéré à ce programme économique, en effet, Yves, c'était étonnant.
parce que même je trouve la dernière législative, là, c'était le week-end dernier, on voit bien que le PS, la candidate LFI qui était arrivée au deuxième tour, Fatima... je ne sais plus, bon, qui est au deuxième tour, là aujourd'hui, a eu 5%, et le PS a eu 17%. Donc on voit bien que le PS, là, il s'était allié avec la France Insoumise la première fois, là, il n'y a pas eu d'alliance, ils étaient très loin devant, et la France Insoumise à 5%. Donc il y a une attente, je pense, des électeurs de gauche autour du PS, mais il faut qu'ils clarifient sur l'économie, et il y a tout à rebâtir, à mon sens, sur le sujet. Parce qu'ils ont quand même topé sur ce programme commun. Donc, et pour l'instant, dans la campagne, je ne trouve pas que sur l'économie, on s'abrite vraiment de propositions, d'innovations, à part un peu plus d'impôts pour les plus riches, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est toujours les mêmes canons. Hein. Anne dit un peu plus d'impôts pour les plus riches. Je pense que c'est beaucoup plus d'impôts pour les plus riches. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps, finalement. Effectivement, à notre connaissance, non, mais c'est vrai que ce n'est pas le sujet sur lequel porte leur campagne interne. Oui, bien sûr. Voilà, leur sujet, il est, les municipales. Et 2, la stratégie d'alliance ou pas pour 2027. Le reste, pour le moment, et eux-mêmes le disent d'ailleurs, en tout cas certains des candidats qui sont aujourd'hui en course pour devenir premier secrétaire du PS, disent on n'a pas d'idée. Commencer à ressortir des idées et à revoir un petit peu l'ensemble du logiciel et du programme. Justement, alors pour le PS, le Parti Socialiste, si j'ai bien compris, veut partir seul au combat. Ou alors avec des alliés qui peuvent être le Parti communiste ou les écologistes. Comment ça va se passer? C'est là où il y a toute l'ambiguïté aussi du PS, c'est qu'on ne veut pas s'allier avec la France Insoumise pour plein de raisons. Est-ce que ce sont que des raisons économiques, pragmatiques, réalistes? Dans ces cas-là, pourquoi le PC? Ou pourquoi les Verts aussi? Est-ce que c'est juste un rapport toxique en réalité qu'il y a entre ces deux frères ennemis? Parce qu'en réalité, la France Insoumise a beaucoup évolué depuis le départ de Jean-Luc Mélenchon quand il a créé le Front de gauche, et après la France Insoumise, on voit bien que c'est un mouvement qui a été extrêmement en mutation permanente, avec des nouveaux cadres, avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle idéologie qui en fait mute à chaque élection, où on voit bien qu'il y a une réflexion. Donc il y a une relation extrêmement toxique entre les deux, mais en réalité le PS, les autres alliés qui pourraient avoir, ce ne sont pas non plus des alliés hyper fiables. On voit bien que les écolos et Marine Tondelier qui a bénéficié en fait d'une couverture médiatique un peu météorite parce qu'elle était un peu au centre du jeu en faisant le lien entre le PS et la France Insoumise au moment des négociations avec le NFP. Elle veut continuer à avoir ce rôle-là parce que pour elle c'est une chance de survie aux prochaines législatives, aux prochaines municipales. Aujourd'hui, ce qu'on sait du PS, c'est qu'ils ne veulent absolument pas toper avec la France Insoumise pour les municipales. Parce que ils ont bien compris que s'ils laissaient rentrer la France Insoumise dans leur propre majorité municipale, c'était faire rentrer le loup dans la bergerie. Des majorités perturbées, des programmes municipaux perturbés aussi. Et donc c'est toute une structure qui reste au PS et qui ont encore les LR d'ailleurs, d'avoir beaucoup de maires, des gros maires dans des grosses villes moyennes. Par exemple, Payan, Marseille, la France Insoumise, c'est niette. Ça n'existera pas. Et pourtant, Payan, quand il a fait le printemps marseillais, qui était un peu cette gauche plurielle, qui pendant un moment faisait briller, donner des étoiles aux yeux à un électeur de gauche, il a bien compris que la France Insoumise, s'il top avec aujourd'hui, demain, il se fait manger par eux. Donc en fait, le PS est dans un problème d'identité, c'est-à-dire qu'effectivement, autant la France Insoumise, on sait des choses sur eux, même si parfois c'est un peu flou, il faut taxer les riches, on touche pas, on baisse pas les prestations sociales, on veut la retraite à 60 ans. Et le PS, en réalité, fort, lui avait entretenu cette idée qu'il fallait faire un inventaire du hollandisme, du quinquennat Hollande. Est-ce que ça a vraiment été fait? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, un des adversaires au Congrès, c'est Boris Vallaud, qui était, lui, secrétaire général adjoint de Hollande à l'Élysée. Donc, on voit bien que, et en plus François Hollande qui est quand même revenu dans le jeu depuis la dissolution, donc on voit bien que en fait, le PS se retrouve avec les mêmes questions qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, c'est qu'est-ce que la gauche social-démocrate ou social-libérale? D'autant que dans les grandes villes, Roland, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lyon, que ce soit Strasbourg et beaucoup d'autres, où les écologistes ont fait d'excellents scores à la dernière municipale, aux dernières municipales, ils ne vont pas pouvoir se passer de la France Insoumise pour être reconduits s'ils sont candidats. Oui, d'autant que le total gauche
n'a jamais été aussi faible. C'est ça. C'est aussi ça. C'est pas seulement que la France insoumise a mangé toute une partie de l'électorat de gauche, et durablement, mais que la gauche elle-même, elle s'est affaissée. Notamment sous les coups du macronisme et sous les coups de l'abstention. Et on ne peut pas imaginer gagner une présidentielle avec une gauche, elle ne peut pas l'espérer avec ces scores-là. Donc il faut absolument faire monter cela. Ça veut dire qu'il faut aller rechercher des électeurs partis, et notamment partis vers la Macronie. Parce qu'on fait aujourd'hui comme si la Macronie faisait partie d'un totale droite. Mais dans l'électorat, il a aussi puisé, même s'il en a perdu une petite moitié en 2022, mais il a quand même beaucoup puisé dans l'électorat socialiste. Donc vraiment, l'idée de savoir où sont les socialistes, c'est extrêmement important pour ces électeurs qui ne sont pas forcément de gauche, qui ont voté à gauche, qui ont voté macronien, qui sont un peu perdus. Et il y a beaucoup de gens plus perdus qu'on ne croit par rapport aux étiquettes politiques aujourd'hui. Il n'y a pas la culture politique qu'on a connue à certains moments de notre vie politique. Et donc ce que je crois, c'est que alors, les municipales sont importantes, mais en même temps, au municipal, on n'est pas forcé d'afficher un visage extrêmement clair, parce que ça se joue quand même ville par ville. Très localement. Voilà. Et qu'il y a quand même, si on a de bons candidats qui arrivent à bidouiller un programme local qui tienne la route et qui respecte les grands enjeux que vous avez dit, sur la justice sociale notamment, ça peut passer. Mais pour la période qui suivra les municipales, je crois que la feuille de route de celui qui sera élu à la tête du parti et des 40 000 adhérents qui restent là, c'est de bosser un peu, de savoir où ils en sont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont à dire au pays. La social-démocratie n'est pas complètement, je dirais, morte en Europe. Hein. Il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre. Ils sont plus clairs. Hein, Pardon ? Ces deux-là sont plus clairs que les nôtres. Ben voilà. Oui, et puis Keir Starmer, il a été élu quand même sur un programme beaucoup pragmatique. Et en fait, la situation anglaise ressemble beaucoup à la situation française du point de vue économique et notamment des finances publiques. Et Keir Starmer, il n'a aucune pudeur, il s'attaque de front, il vote des baisses de la protection sociale, hein, des trucs durs, des assurances santé publiques baissent. Et il l'a dit dans son programme, il le fait. Il a aussi augmenté la TVA sur les écoles privées. Hein, donc il a un programme très proche de celui de Macron, en fait, enfin vraiment un peu un entre-deux. Mais en tout cas, c'est une démocratie sociale qui n'a pas peur d'être pragmatique, enfin sur l'économie, qui accepte les réalités économiques, notamment cet immense défi des finances publiques. Bon, et ça le rend assez impopulaire. C'est pas simple pour lui, mais là-dessus, je pense, c'est là-dessus, je pense que le PS est attendu par rapport, enfin d'un point de vue économique, les filles, ils sont vraiment dans le déni complet des difficultés de finances publiques, notamment. Et c'est vrai que le PS, c'est quand même sous Hollande qui a eu le tournant vers la politique de l'offre, le retour vers la compétitivité. Donc il y a aussi cette histoire-là au sein du PS. Et, bon, je plaide un peu pour ma paroisse, l'économie m'intéresse, mais je pense qu'ils auraient complètement intérêt à reprendre cette ligne-là. Si d'aventure, par exemple, Mélenchon et la France insoumise arrivaient à la tête du pouvoir, qu'est-ce qui se passerait en France ? Faisons un peu de fiction. La crise qu'on évoquait tout à l'heure, là on l'a, je veux dire, le mur on l'a. Il y a cette différence de nature en plus, hein, au-delà des programmes, entre les différents mouvements. Donc là, on est sur un mouvement qui est volontairement révolutionnaire, donc voilà, qui introduirait une instabilité absolument dingue dans le système, qui serait de nature à faire fuir immédiatement les investisseurs. Voilà, il n'y a pas de. C'est-à-dire que ça ne tiendrait pas. Du côté des finances publiques, après, c'est des gens qui disent que la dette n'a aucune importance et que donc on peut s'endetter. Voilà, mais il faut quand même que quelqu'un l'achète. Et en plus, il y a un petit sujet avec la BCE, qui est celle qui est émet aujourd'hui. Donc voilà, fondre un programme de la France insoumise dans les institutions françaises telles qu'elles existent et les institutions européennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Ça paraît difficile. Voilà, on va éviter l'exercice de fiction qui me paraît quand même très très compliqué voilà. Alors, il y a une autre fiction qui est celle du macronisme, qui n'est pas une fiction, puisque c'est Emmanuel Macron nous a gouverné, mais le porte-parole, alors c'est ça qui était assez cocasse, le porte-parole du gouvernement nous annonçait ceci. Mais ça veut dire qu'on peut être ministre clé du gouvernement et être un opposant au macronisme. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme
probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Macron. La question est de savoir comment on rebâtit la suite. Que Sophie Primas pense ça, qu'elle le souhaite, c'est tout à fait son droit. Le problème, c'est qu'on est porte-parole d'un gouvernement composite qui allie des gens qui viennent du macronisme, qui se revendiquent macronistes, des républicains et d'autres. En fait, ça ne marche pas. Qui c'est qui se revendique du macronisme ? Pardonnez-moi, je termine. La porte-parole d'un gouvernement tel qu'il est constitué aujourd'hui ne peut pas dire ça. Quand on est porte-parole, moi je l'ai été, notre rôle c'est plutôt d'essayer d'arriver à atténuer les divergences qu'il peut y avoir au sein du gouvernement. Roland, c'est gonflé quand même de dire ça aussi, non? Ah oui, c'est surtout pour une porte-parole. Bah oui, voilà. Elle va un peu fort. Vous savez, le macronisme, au fond, il y a eu deux macronismes qui correspondent aux deux élections présidentielles que nous avons vécues. En 2017, Macron, c'est et gauche et droite. Ouais. C'est une innovation totale dans la vie politique française. C'est dire aux gens, pas comme disaient les centristes avant, on va faire ni gauche ni droite, mais on va mettre ensemble des gens de gauche et des gens de droite de bonne volonté, et on va les faire bosser ensemble. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en se mettant autour de la table. Et c'était ce que la majorité des Français demandaient aux sondeurs depuis des années. Ah, si les politiques pouvaient comprendre que ça suffit, leur guerre de religion, il faut se mettre autour de la table, que les gens sérieux travaillent. Bon. C'est la première ère du macronisme. Elle a les succès et les échecs qu'on sait, elle a aussi connu beaucoup de crises extérieures. Bien sûr. Et du coup, le deuxième macronisme, c'est un cas rare d'un président réélu avec un changement d'électorat. La majorité de ces électeurs de gauche le quittent et ils sont remplacés par une bonne partie d'électeurs de la droite classique. Et son programme aussi. Il est désormais un Macron de droite. Ouais. Alors, certains crient à la trahison, pas tellement d'ailleurs. Finalement, la vie politique est telle que les gens regardent ça un peu en spectateur et se disent, tiens, notre Macron, il a un peu changé, mais c'est quand même toujours un mec intelligent, ce qu'on lui reconnaît toujours en premier dans les sondages. Et donc, quel macronisme va mourir ? Le macronisme et gauche et droite, je crois qu'il est vraiment mort. Il reste que Macron a implanté une catégorie politique de gens, d'électeurs, de leaders, de militants, qui sont présents dans la droite. Alors, ils sont aujourd'hui fortement, comme on dit, challengés par Retailleau et une droite plus active et plus musclée. Mais enfin, ça existe. Ça reprend la tradition centrale, centriste, française, modérée. Et il y a peut-être une place pour cette droite-là dans l'avenir. Et donc, ce qui restera du macronisme, à mon avis, c'est cette famille-là. Alors, cette famille-là, est-ce qu'elle pourrait être incarnée, Bertille, par Édouard Philippe notamment, ou par un autre d'ailleurs, et survivre à la montée en puissance ou à un retour en puissance de la droite classique, incarnée aujourd'hui plutôt par Retailleau? Ça dépend effectivement de ce qu'on appelle le macronisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est un corpus idéologique dont on avait quelques éléments très identifiés qui étaient, on va dire, l'économie et l'Europe, mais en revanche avec de grandes fragilités, y compris chez son auteur lui-même, sur des questions plus régaliennes, où il a évolué un petit peu en marchant et qui commence à se structurer, et en même temps, on voit qu'en se structurant, ça crée d'énormes tensions à l'intérieur même de ce qu'est la Macronie en termes d'appareil politique. Donc le parti Renaissance aujourd'hui est profondément divisé sur la dernière proposition de Gabriel Attal sur l'interdiction du voile pour les moins de 15 ans sur la voie publique. Pour les filles de moins de 15 ans. Et donc on voit bien que voilà, à l'intérieur de ce petit noyau central qu'est le parti Renaissance, qui lui-même est aussi un tout petit parti au sens comme les autres dont on a parlé, il y a de la division. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail à faire sur un éventuel projet. Après, la question, c'est est-ce que le macronisme, c'est la stratégie politique qui permettra d'être le deuxième au premier tour pour être le premier au deuxième tour en 2027 ? Et où là, il faudra effectivement réussir à élargir. Alors, est-ce que c'est
le barycentre Édouard Philippe, ou est-ce que ça part vers LR qui lui-même ne sait pas encore trop comment il va se positionner? C'est là qu'on peut avoir un peu d'interrogation sur la façon dont ça va se décanter dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on dit au Rassemblement national, Paul? Est-ce que on va regretter un ennemi qui était structurant? C'est ça, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Voilà, c'est que c'est tout le paradoxe de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est que Marine Le Pen, finalement Emmanuel Macron, qui était donc et de droite et de gauche, comme il qualifiait en 2012 l'UMPS, un symbole du système élitiste, libéral, Marine Le Pen, ça lui allait très bien. Alors, le tout paradoxe, c'est qu'elle n'a jamais réussi à le battre. Ouais. Il y a eu évidemment la dissolution, où là, ils se sont dit, on peut y arriver. Et la campagne fragile de Bardella, le profil fragile de Bardella, le Front républicain, où le RN en fait a perdu un nombre incalculable de duels en fait aux législatives dans beaucoup de circonscriptions. Ça les a un petit peu calmés et donc ils vont regretter un ennemi politique qu'ils connaissent très bien, parce qu'en réalité ce qui se passe, c'est que les prochains ennemis eux-mêmes ne savent pas qui ils vont affronter au second tour et tous se construisent en opposition à Macron. Donc, est-ce que le macronisme sera fini en 2027? En tout cas, Macron ne sera plus à l'Élysée en 2027. Et quand une pensée politique, ou en tout cas un mouvement politique porte le nom de son chef et que le chef n'est plus là, en fait, il n'existe plus. Ouais. Et Édouard Philippe et Macron, on voit bien les tensions. Retailleau-Macron, on voit bien les grandes différences qu'il y a, même s'il y a une cohabitation respectueuse. Et Gabriel Attal, on voit bien que les deux ne peuvent pas se supporter parce que le plus jeune veut remplacer celui qui est déjà dans le château. Donc pour le RN, c'est quel type de macronisme, en tout cas de que de comètes ils vont affronter, donc c'est quelle campagne faire, et du coup beaucoup se posent aussi la question qui peut être le meilleur candidat au RN pour affronter cette nébuleuse, cette inconnue, cette incertitude-là. Est-ce que c'est Marine Le Pen, qui a quand même, mine de rien, son passé politique, 4e candidature, positionnée plutôt socialement sur des questions économiques, en tout cas qui se prévaut d'être la porte-parole des classes populaires, ou est-ce que c'est Jordan Bardella, qui plutôt de droite, plutôt libéral, comme il le dit lui-même, pragmatique en économie, sans idéologie, qui dit d'ailleurs à ses proches que les Français rêvent d'un centrisme sécuritaire, un centrisme sécuritaire qui quand même, ça fait penser à Bruno Retailleau, ou ça fait penser un peu à Édouard Philippe. Donc en fait, est-ce que Bardella va pas se confondre avec deux autres candidats de droite, et donc les électeurs vont pas se dire oui, mais en fait, est-ce qu'on va pas choisir celui qui a déjà été Premier ministre ou celui qui est plus vieux et qui vient de remporter l'élection de son propre parti? Ouais. Donc en fait, la fin de Macron pour le RN, c'est l'avenir en flou, quoi. Ça. Et ça promet des mois à venir plein d'incertitudes. Anne? La fin de Macron et le RN, non, mais ce qui est intéressant, mais je trouvais que Macron, c'était une tentative qui est rare en France de matrice libérale, économiquement, et d'un point de vue sociétal. Et en général, c'était plutôt, d'un point de vue économique, c'était plutôt porté par la droite et qu'il y avait une branche conservatrice sur les aspects sociaux. Et là, c'était... Valéry Giscard d'Estaing était un peu là-dessus, mais quand même plus conservateur certains aspects. Mais on voit bien que dans le monde actuel, les tensions sont quand même très identitaires. Il a fait l'interruption volontaire de grossesse, hein, donc Giscard d'Estaing. Ça ressemble un peu. Bon, c'est-à-dire, j'invente un peu fil à couper le beurre. La comparaison a été faite 20 000 fois. Mais on voit bien que dans le monde actuel, ce sont des tensions identitaires qui sont très fortes. Et donc, cette matrice très libérale des deux côtés fonctionne mal. Après, moi, je pense qu'on a vu dans l'élection roumaine, c'était intéressant. Vous aviez le candidat, faut toujours raffiner, mais grosso modo d'extrême droite, si le spécialiste très populiste, très populiste. Et puis, vous avez celui qui a gagné. C'est un candidat anti-système. C'est aussi une autre face. On peut dire c'est une forme de macronisme aussi, très pro-européen, très qualifié. Candidat de l'élite, maire de Bucarest, extrêmement qualifié, extrêmement bien diplômé, pro-européen. Et donc dans le monde, c'est intéressant. Donc, je trouve ce qui s'est passé en Roumanie donne aussi un peu à réfléchir pour la France. Est-ce qu'on retiendra de lui qu'il n'a pas augmenté les impôts jusqu'à présent?
Oui. C'est ce qu'on retiendra le plus, peut-être. Ça fait partie de ses acquis, même si ça doit être un petit peu raffiné. Ouais. Et puis c'est le message qu'il continue à porter, quoi. Et donc on a parlé au début de la discussion budgétaire sur laquelle on a pas mal d'initiatives qui viennent du gouvernement même, sur lesquelles on dit non, on va pas augmenter les impôts, mais bon, on va réduire les niches fiscales. Voilà, il y en a un qui tient cette ligne sans toujours tenir compte des conséquences que ça a en termes de déficit budgétaire, mais il est sur sa ligne, on touche pas aux impôts, parce que ça, c'est, en tout cas pour lui, c'est son bilan. C'est vraiment la dernière incarnation de son bilan. Il y a quand même un autre aspect du bilan, c'est qu'en effet le côté européen. Oui. C'est quand même l'homme politique français qui a sorti l'Europe des ronrons habituels et qui l'a rendu palpable, enviable. Bien sûr. Oui, son bilan sera d'ailleurs sans doute meilleur sur le point de vue européen que français. C'est ce que je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, eh bien, selon la tradition, maintenant on va passer au coup de griffe et au coup de cœur. Paul, est-ce qu'on commence par le coup de griffe ? On va passer coup de griffe. Donc pour moi, c'est la législative partielle en Saône-et-Loire hier, où il y a eu le deuxième tour. Et bonne nouvelle pour Bruno Retailleau, c'est le candidat LR qui a gagné face au candidat RN. Oui, c'est quand même assez nouveau. Très nouveau. Alors, c'est une élection législative partielle, donc très peu de participation. Donc on voit bien que les électeurs qui se déplacent ont l'habitude, sont renseignés. Mais mine de rien, c'est la deuxième législative partielle que le RN perd. Ouais. La première, c'était dans les Ardennes à la fin de l'année dernière. Pour un parti avec des scores faramineux d'intention de vote dans les sondages au premier tour, 36, 31, parti presque de masse, avec de grandes figures politiques que tous les Français connaissent, comme Marine Le Pen, Jordan Bardella, et je trouve que c'est quand même assez grave. Ça veut dire qu'il y a en réalité un manque d'investissement du parti pour soutenir ses candidats, pour mobiliser ses propres électeurs. Qui a du mal à s'implanter localement. Qui a du mal à s'implanter, mais normalement, ça devrait être accessible. Ouais. Et donc, c'est un sérieux avertissement dans une période en plus très compliquée aujourd'hui pour le RN en termes de leadership. Bien sûr. Et mon coup de cœur, c'est donc on passe à un autre niveau, on passe à l'international. C'est Trump qui dit enfin que Poutine est fou. Ouais. Il a mis un peu de temps à le comprendre, alors qu'il était censé bien le connaître, même si entre ces deux personnages-là, les qualificatifs, faut toujours s'en méfier, de même se donne. Mais voilà, un peu de lucidité sur la situation en Ukraine ne fait pas forcément de mal aux Américains, je trouve. Voilà. Ouais. Étonné, que Trump ait changé d'avis sur la taxation des produits européens ? Oui. On a eu en l'espace de 48 heures 2 volte-face successives, donc on a un petit peu de mal à suivre le rythme, et manifestement c'est à ça qu'il faut s'habituer, ça fait partie du fonctionnement du bonhomme, et évidemment de son art du deal célébré comme il se doit chaque jour à la Maison-Blanche. Ouais. Roland, coup de cœur, coup de griffe, coup de cœur. Alors le coup de cœur, je vais marcher sur les pas de Anne. J'avais prévu que ce soit la Roumanie avec sa dernière élection présidentielle. Ce qui a été, je trouve que je connais un peu la Roumanie et qu'on avait souvent été assez déçus, irrités ou inquiets devant les montées de populisme, de colère incontrôlée en Roumanie. Et là, c'est le modèle de l'européisme modéré, de tout ce qu'on peut imaginer de moderne dans une société occidentale. Donc voilà, je dois dire que ça m'a plu de lire, pour une fois. Comment ? Un francophile de surcroît et francophone. Voilà, donc mon coup de cœur, c'est la Roumanie est de retour, et ça m'a fait, je dois dire, assez plaisir. Ouais. Alors mon coup de griffe, j'avais prévu peut-être de le faire pour Trump, mais il y en a marre, parce qu'il y a trop de raisons tous les jours. Donc je vais prendre un exemple, un cas français, et c'est pour Attal. Et son histoire de voile pour les filles de moins de 15 ans. Je veux dire, ce Attal, qui avait soi-disant une identité venue de la gauche dans la Macronie, et qui essaye maintenant de montrer que non, il est vraiment à droite, et qu'il est même identitaire quand il le faut. Ça me paraît de ces hommes politiques modernes, où on se dit que décidément, la force des convictions n'est pas ce qui les mène d'abord. Ouais. Et je me dis on en est là.
pour faire une carrière politique, essayer de s'imposer comme candidat présidentiel, il faut être celui qui tapera le plus sur l'islam en général. Non pas sur l'islamisme, non pas sur l'entrisme que certains dénoncent, en exagérant beaucoup le phénomène, je pense à Retailleau. Mais enfin, voilà, si Attal prend cette partie prenante à ça, alors ça m'inquiéterait un peu pour la raison dans la politique de ce pays. Oui. L'honnêteté et la sincérité des uns et des autres. Exactement. Anne. Et moi, Yves, mon coup de cœur, c'était lié au Festival de Cannes. Ah alors. Et la Palme d'Or j'ai pas vu, de Panahi. Personne ne l'a vu par définition, sauf ceux qui assistaient au festival. Étant journaliste économique, donc je n'ai pas été invité en premier. Vous auriez pu. Oui, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et non, moi, j'avais vu par contre celui qui avait été très populaire, son film très populaire en France il y a 10 ans, Taxi Téhéran. J'ai un souvenir assez merveilleux. Vous vous rappelez, il était lui-même dans le taxi. C'est un film tout simple avec des aventures d'un petit groupe d'Iraniens dans Téhéran. Et il avait filmé avec les moyens du bord, parce qu'il a fait, donc, il a fait plusieurs fois de la prison. Et ce film était vraiment très touchant. C'est un film déjà très drôle, très enlevé. Puis les conditions de tournage étaient très impressionnantes. Et donc voilà, j'ai été très heureuse très satisfaite de cette palme. Il était courageux, il a dit je n'ai plus peur. Il ayant déjà fait de la prison, il dit bon, si je dois en refaire, il retourne en Iran. Et pour ceux qui ont vu le film, ils disent que c'est un bon film. Donc, par ailleurs, ce qui est pas mal. Ce qui est un détail sympathique. Le coup de griffe. Le coup de griffe, bon, je suis un peu comme vous, Roland, c'est un peu facile les coups de griffe aux républicains américains. Non mais Musk, j'ai trouvé ça un peu exagéré là, qui a dit, vous savez, ça a pas mal tangué dans ses entreprises, quand il était parti à Washington. Donc là, il a dit, je reviens, il ne va s'occuper de Dix, de Tesla, et il dit, je vais travailler 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Et bon, et franchement, c'est évidemment un excellent entrepreneur, un homme d'affaires remarquable, il a des résultats incroyables. Mais je trouve cette attention sur la performance physique de gens, et il avait dit ça pareil, quand il recrutait pour le Dodge, pour l'administration américaine, il disait « je veux des gens avec des QI extraordinaires, prêts à travailler 23 heures sur 24 ». Et je trouve assez déplaisant cette espèce de tension sur le physique, le fait qu'il est un espèce de Ubermensch qui va travailler 24 heures sur 24. Et non, évidemment qu'il faut travailler beaucoup, surtout à ce niveau-là, mais tout le monde a le droit de dormir un peu, de se reposer un peu. Et je trouve sa manière de mettre sous pression du coup toute l'entreprise, ça donne une culture quand même du travail très désagréable. Est-ce qu'il a pris ses distances vraiment avec Donald Trump ou difficile de savoir vraiment. On sait pas trop. Il n'y a pas de clash officiel. Évidemment qu'ils ont des intérêts. Pardon ? Ce qui est déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêts mutuels, évidemment. Donc ils sont tous les deux suffisamment intelligents, malgré les caractères éruptifs des deux côtés, pour l'éviter. Donc je pense il y a trop d'intérêts communs, je pense pas. Bertille. Je vais commencer avec mon coup de griffe en présentant aussi mes excuses à Roland. Et aussi, comme ça, on finira sur le coup de cœur pour finir sur une note positive. Le coup de griffe, c'est contre Donald Trump et c'est contre ce dîner qu'il a organisé la semaine dernière à Washington avec les détenteurs de sa propre crypto-monnaie. Où là, je veux dire, on est sur l'exemple le plus flagrant, le plus inouï d'une forme d'enrichissement personnel et de corruption à ciel ouvert, totalement désinhibé, totalement décomplexé. Achetez ma crypto-monnaie, vous aurez droit à un dîner avec le président des États-Unis. Voilà, les bras nous en tombent et pourtant ça se produit tous les jours et les fils de Donald Trump font la même chose. Voilà, et c'est quand même, c'est vraiment d'une immense gravité malgré tout. Voilà. On s'habitue, on s'amuse, on ricane un peu, etc. Il a encore fait ça, mais c'est vraiment profondément grave pour la démocratie américaine. Le coup de cœur, Nadal. Voilà, on rentre dans la quinzaine de Roland Garros, profitons-en. Hier, Rafael Nadal a eu droit à son hommage à Roland Garros. Et ça fait quand même ça fait du bien de le voir. Parce 14 que ce fois, type a une carrière absolument phénoménale sur 2 décennies, 14 fois à Roland Garros. Et il est plutôt sympathique. Voilà. C'est une excellente note. Un très beau passing shot de votre part, Bertille. Merci en tous les cas de votre présence, de vos contributions au débat et de vos éclairages avec aujourd'hui un débat qui a beaucoup flirté avec l'économie et on en avait besoin pour être un peu plus... Économie prend le pouvoir, Yves. Exactement, c'est le cas et on s'en plaindra pas. Merci beaucoup, merci de votre fidélité au Club du Figaro Politique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure, lundi
22h. Bonne soirée.